Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des mercredis de l'Espérance. Aujourd'hui donc au programme, suite à la vidéo, à l'interview sur TV Liberté au sujet de mon livre, de mon dernier livre, la crise terminale du capitalisme. Donc cette vidéo a été publiée et donc elle est commentée sur YouTube notamment. Et donc aujourd'hui c'est l'occasion, je dirais, de discuter, de vous présenter mes réponses à vos questions, à vos remarques et à tout ce qui a pu être dit. Donc, première partie, puisqu'il y aura une seconde partie. Donc, première partie, je dirais, sur vos commentaires d'une manière générale, et une seconde partie plus sur le cas particulier, je dirais, des remarques sur Nietzsche. Hein. Et j'y reviendrai au cours de cette émission, bien entendu. Alors, avant de démarrer, je dirais, le cœur de cette émission d'aujourd'hui, une citation de notre maître incontesté, je dirais, à une perspective de la 6e République, Lao Tzu, Tao Te Ching numéro 13, extrait, qui relativise et permet de garder, je dirais, la tête sur les épaules et froide. Rester modeste, surtout. Citation, je dirais, un aphorisme tout à fait peut sembler paradoxal, mais ô combien important. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie le succès est aussi dangereux que l'échec? Que tu montes ou descendes de l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les 2 pieds sur le sol, tu gardes toujours ton équilibre. Voilà.
Donc moi je traduis ça, effectivement, le succès est aussi redoutable que l'échec, puisque il peut vous amener à faire des choses inconsidérées, et à justement prendre un peu, parfois la grosse tête, ce genre de choses. L'échec également est à redouter, bien sûr, même si on peut apprendre de ses erreurs, ou dans le succès, on peut également devenir excellent, mais il ne faut pas que cette excellence, que ce stade, en fait, vous transforme, je dirais, totalement. Il faut savoir garder son équilibre, rester les deux pieds sur le sol, les deux pieds sur terre. Ça c'est extrêmement important, me semble-t-il. Alors, aujourd'hui, donc, agenda, donc, entrevue à TV Liberté, donc, réponse à vos questions et à vos remarques. Donc, je t'ai reçu, donc, c'était le 17, l'enregistrement était le 17, mais je crois que ça a été diffusé le 21 juillet sur TV Liberté, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Et puis ça vous a laissé le temps justement de vous exprimer et d'émettre un certain nombre de commentaires. Donc première partie aujourd'hui, je dirais remerciements et actions pour ceux qui ont apprécié cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en quoi donner suite à cette émission, ce que vous avez apprécié, à ce que j'ai pu dire. Et plus après sur les différentes questions et remarques que vous avez émises suite à cette émission en commentaire sur YouTube. Partie 2, réponse à vos remarques sur Nietzsche, donc dire il n'a pas compris Nietzsche, etc. Bon, on y reviendra, mais je ferai une émission dédiée parce qu'en fait, finalement, ça le vaut, ça le mérite. Il faut répondre à cette question. Et pourquoi je m'en prends à Nietzsche, justement, et pourquoi c'est intéressant, en définitive, cette question, finalement. Alors, donc, aujourd'hui, remerciements et actions, c'est la première des choses. Bon, voilà, un certain nombre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est peut-être un petit peu écrit petit, mais là, c'est Sylvaine qui nous dit... Luc Laforêt, un invité formidable de plus. Bravo et merci à lui pour son analyse très intelligente. 1000 merci et plus à TVL. Bon, avec beaucoup de pouces, etc. Donc vraiment, il y a pas mal de commentaires de cette nature, et je vous en remercie, parce que je remercie TVL, et je remercie Pierre Bergerot de m'avoir invité. Je pense qu'effectivement, c'était une émission tout à fait intéressante, mais, je dirais même, comme je dis à mes amis et compagnons autour de moi, j'étais même surpris moi-même de ma prestation, je dirais. Donc voilà, sans fausse modestie ni forfanterie, je pense que c'est une émission intéressante qui vaut la peine d'être regardée. Plus de 40 000 vues quand même, ce qui est quand même pas mal, ce qui est dans la moyenne haute, je dirais, de ce genre d'émission sur TVL. Donc, ce qui est plutôt positif, voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et mais il y a des commentaires que je voudrais souligner en premier, au-delà de ces remerciements. C'est des commentaires qui sont complémentaires à ce que j'ai pu dire lors de cette émission. Donc par exemple, Helios, là, capitalisme anglo-américain, la fin du... Nous vivons la fin du capitalisme anglo-américain. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit: la critique de cet homme du capitalisme est juste, mais sa vision de l'après-capitalisme anglo-américain, qu'il ne nomme pas, est erronée. Prétendre que le système économique russe ou chinois est tyrannesque relève du pur stéréotype enseigné par la CIA, les néocons américains et londoniens. Ces deux systèmes sont à la recherche d'un équilibre entre le socialisme et le capitalisme libéral, en maintenant la suprématie de l'État. La Chine est, à mon avis, plus stricte dans ce point. Bon, voilà. En fait, ce qu'il décrit, c'est ce que j'appelle la troisième voie plus plus. Donc, je pense pas que je me trompe. Alors, je nomme pas le capitalisme anglo-américain. La France aussi joue un grand rôle dans ce capitalisme, et dans ce stade actuel, on ne peut pas nier le rôle important de l'Allemagne ou du Japon. Je pense que il y a certes une hégémonie américaine, surtout, anglaise, c'était plus au 19e siècle, mais bon, ça ne se résume pas à ça. Il
il y a cette... l'hégémon, et ce sont les USA, bien entendu. Voilà. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a un certain autoritarisme dans cette troisième voie qui est indispensable. J'explique pourquoi d'ailleurs, hein. C'est pas un hasard. Hein. Donc la troisième voie pourquoi justement? Parce que ça repose sur un consensus de classe, c'est-à-dire qu'il faut que, si on prend la Chine, c'est très simple, la Chine, ils ont fait émerger une petite bourgeoisie qui n'était inexistante à l'époque, je dirais, de Mao Tse-tung jusqu'à Deng Xiaoping, la fin des années 80, 70 au moins. Et donc, ils ont fait émerger cette nouvelle classe. Donc, mais cette classe, et on le voit bien, il y a eu un certain nombre c'est Jacques Ma, je crois pas me tromper, qui avait des velléités un petit peu fortes. En Russie, c'est un peu la même chose. On a eu Poutine qui a été obligé de mettre au pas les oligarques lorsqu'il a pris le pouvoir pour remplacer Eltsine à une situation complètement faillie en Russie. Il les a un petit peu dit, bon, maintenant c'est moi qui dirige et il faut aller dans cette direction-là. Vous voyez, pour les oligarques qui sont les personnes puissantes. En Russie, en Chine, c'est un peu la même chose avec des capitalistes qui deviennent très puissants également, finalement. Hein. Et donc, pour maintenir ce consensus de classe, il faut une autorité forte. Donc c'est comme ça. Là, j'ai donné 2 exemples très concrets de pourquoi cette autorité est indispensable dans le cadre d'une troisième voie plus. Et c'est pour ça qu'il faut une quatrième voie, même si ça va dans le sens de la quatrième voie, cette troisième voie plus, parce qu'on voit bien que ça va dans cette direction-là, puisque nous, c'est un modèle à 2 classes qui s'opposent. Mais c'est insuffisant. Et c'est insuffisant également parce que, en définitive, tant la Russie que la Chine ont adopté quelque part la mentalité des capitalistes avec la compétition à outrance, etc. L'excellence à l'école avec une recherche de la performance permanente, des familles qui sont éclatées et beaucoup de célibataires, une crise de la natalité également dans ces pays. Donc on voit bien que ça dépasse, que le capitalisme, en fait, même s'il n'est pas au pouvoir dans ces pays de manière totale, il influence ces civilisations et il détruit les civilisations. C'est pour ça que c'est les crises de civilisation que je mets un S, parce que ça détruit toutes les civilisations. Non seulement la civilisation, je dirais, judéo-chrétienne, judéo-gréco-chrétienne, on l'appelle comme on veut, mais également les autres civilisations. Et donc cette troisième voie ce consensus de classe, cette croyance en la possibilité d'un consensus dans classe, c'est la raison des échecs passés et actuels. L'échec passé, bon, je peux y revenir, mais j'en ai déjà parlé, Kadhafi, etc. Un des plus récents, Péron, De Gaulle, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Et je dis, comme il n'y a pas d'alternative, ils peuvent se permettre justement d'être extrêmement arrogants. J'ai publié sur Facebook aujourd'hui une photo de Zaloujny, là, donc l'ambassadeur désormais de l'Ukraine au Royaume-Uni, qui a une posture extrêmement désinvolte, ou l'arrogance de Macron également. Or que leur système est décadent complètement, ils peuvent se permettre d'être aussi arrogants que ça. Pourquoi peuvent-ils se permettre? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est bien ça le problème, c'est bien à ça auquel il faut travailler. C'est pour ça que je travaille sur cette quatrième voie et que nous travaillons tous à un P6R à faire émerger cette quatrième voie. C'est vraiment important. Je pense que ça, justement, c'est ce qu'ont apprécié les gens, je pense, dans cette vidéo également. Donc, aller plus loin, tirer toutes les conséquences de ces échecs également, à passer et à venir. Moi, malheureusement, je prédis ces échecs malgré des possibilités, parce qu'aujourd'hui, sans alternative, eh bien, ils ne peuvent que gagner, fatalement, par usure, je dirais. Donc, il faut une espérance, et non pas un espoir. On a bien vu la différence, notamment dans cette citation de Lao Tzu. Et certains y parviendront, je pense, à mettre en place cette quatrième voie, et cela changera tout. À partir du moment où il y aura un exemple de cette quatrième voie qui sera mis en place quelque part, ça va changer vraiment la face du monde. Alors il faut que ça soit
effectivement un pays comme suffisamment important, je pense notamment à des pays comme la Syrie, qui était très petit, qui était très dépendant de l'extérieur, qui était sous une très forte pression, une localisation près d'Israël, tout ça, de la Turquie, de grosses puissances autour. C'était très difficile pour eux peut-être de mettre en place ce genre d'alternative, même s'ils l'avaient connu, je dirais. Mais voilà, ce sont faut un pays qui ait la possibilité également de le faire. Hein, voilà. En termes de géopolitique, là, pour le coup. Alors, réponse à vos questions et remarques. Alors, une première question. Alors, une remarque, et je dirais, de nouveau un compliment, et j'en remercie, hein, que dit donc Chantal Terrier. Elle dit « Savoir s'excentrer comme ça permet d'avoir une vision bien différente. » Dans son commentaire un petit peu plus long, mais vous allez le consulter si vous le souhaitez. Et que dit-elle plus précisément? Oui, alors, par rapport à ça, savoir s'excentrer comme ça, effectivement, on verra dans d'autres commentaires, il y a vraiment une prise de recul importante par rapport à ses propres croyances, par rapport à ses propres désirs, par rapport à ces idéologies anciennes qui m'ont formé, notamment, et qui nous forment tous. Voilà, savoir prendre du recul pour dire, mais non, mais c'est quoi la réalité? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui pose problème? Comment en sortir? Voilà. Ça veut dire prendre du recul, y compris par rapport à ses propres croyances. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, je pense, c'est vraiment une chose qui est vraiment importante, et de se recentrer sur la réalité. Moi, personnellement, seule la réalité m'intéresse. C'est-à-dire que quelque part, j'ai abandonné, j'ai jeté, pas par la fenêtre, toutes mes anciennes croyances. C'est pas ce que ça veut dire. Il y a une formation, il y a un substrat. Mais si ça ne correspond pas à la réalité, eh bien, c'est que ça va pas. Il faut adapter, il faut changer, il faut jeter. Voilà. Mais voilà, il faut s'adapter, il faut que ça corresponde à la réalité. Si vous créez un modèle, un plan d'une voiture, par exemple, qui ne correspond pas à la réalité de la voiture, bah vous allez changer le plan, mais ça ne va pas correspondre à la réalité de la voiture. Donc ça ne va pas marcher, votre plan. Donc il faut que le modèle, il faut que le plan il corresponde à la réalité. Donc, et là c'est vraiment un point important, il faut avoir la capacité, et je le vois bien dans beaucoup de commentaires, à dépasser sa fidélité. Parce que je comprends qu'on ait une fidélité à une idéologie qu'on a crue depuis toujours, depuis qu'on est enfant, qu'on a peut-être été baigné dedans, que ce soit une idéologie chrétienne, communiste, islamiste, ou je ne sais quoi d'autre, ou néolibérale, ou libérale, ou ce qu'on voudra bien, c'est dépasser cette fidélité. Je sais que c'est très important, parce qu'il y a un attachement sentimental, il y a une part de son identité même qui est là. Mais n'ayez pas peur de cela. Vous serez plus grand, et vous ne serez que plus épanoui. Vous serez vous-même, en définitive, j'ai envie de dire, et pas ce qu'on a imprimé en vous. Sinon, il y a des blocages, et on reste bloqué dans les choses qui sont irréelles, irréalistes, irréalisables, dans les illusions, ce que j'appelle les illusions. Et ça, c'est vraiment important. Tant qu'on n'aura pas fait ça, que dans la résistance, il n'y aura pas une grande partie des gens qui auront accepté de faire cette démarche, eh bien, on pourra pas avancer. On pourra pas avancer. Je comprends. La fidélité, c'est un attracteur fort parce que ça tient au cœur. C'est le sentiment, en définitive, qui meut là. Hein. C'est un peu comme l'ego ou l'instinct. Il en faut. De la fidélité, il en faut. Comme de l'ego, il en faut. De l'instinct, il en faut. Mais on ne va pas réagir que par instinct ou que par égoïsme ou que par rapport à ce qu'on nous a inculqué et les croyances anciennes qu'on a eues par le passé, si elles ne sont plus adaptées à aujourd'hui. Donc il en faut, mais il ne faut pas que ça nous déborde, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer, de nous actualiser. Parce que si ce n'est pas cela, si on ne fait pas ça, il faut bien voir que la réalité, elle s'impose toujours à nous. L'ignorer, la réalité, c'est aller à la catastrophe. La Syrie qui s'est effondrée, vraiment comme pourtant qui avait résisté, etc., qui était très très forte, etc., enfin vraiment c'était un exemple de résistance,
Elle s'est effondrée d'un seul coup. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont morts, qui ont donné leur vie, qui ont vraiment cru en cette République syrienne, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés et avec des catastrophes. Aujourd'hui, on massacre des Alaouites, on massacre des chrétiens, on massacre des chiites, on massacre des druzes, quand même. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Donc, des catastrophes. La réalité finit toujours par s'imposer. Donc, voilà, il faut savoir dépasser ces blocages. Ça, c'est vraiment un message important que je voudrais marteler, parce que alors voilà, là c'est l'exemple typique, hein, en 3 dimensions, on voit le cercle, un cylindre, et suivant comment il est éclairé, effectivement, on verra soit un rectangle ou un carré, ou de l'autre côté, on verra un cercle. Mais la réalité, la vérité, c'est que c'est un cylindre. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir justement une vision, une perspective seule. Essayer d'avoir la globalité et ne pas se borner, je dirais, dans des croyances. Ce qui ne veut pas dire tout jeter. Voilà, moi, on verra dans ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on jette toutes ces croyances. Il y a des éléments, au contraire, qu'il faut récupérer. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, remerciements et actions. Déjà, action. Les gens qui ont apprécié cette vidéo, qui ont été sensibles, je dirais, à cette proposition d'une 4e voie, à cette proposition, notamment de la voie constitutionnelle pour y parvenir, je vous invite à vous inscrire sur le site. Hein, donc, sur le site, il y a un lien s'inscrire. Donc là, vous pouvez regarder. Après, vous pourrez vous connecter, vous serez tenu informé de l'actualité de AP6R. Et puis, vous pouvez participer aux différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Facebook, Twitter, X. Là, j'ai mon blog personnel, YouTube, Telegram et VK. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres chaînes. Il y a une chaîne Instagram, il y a une chaîne Crowdbunker, une chaîne Odyssée également. Bon, voilà. Tout n'est pas... mais ça existe aussi. Il faut savoir si vous préférez utiliser d'autres plateformes. Sachez que, par exemple, nos vidéos sont aussi publiées sur Odyssée, par exemple. Et puis, je vous invite, là vraiment, c'est la chose la plus intéressante, je dirais, c'est à venir discuter avec nous. Tous les lundis soirs, on se réunit à 21 h en visioconférence. Le lien est disponible sur le site ap6r.org. Bien, dans la rubrique discuter, bien, vous pouvez venir avec nous discuter, dire on n'est pas d'accord, on est d'accord, comment est-ce qu'on peut faire pour faire des choses ensemble, etc. Donc je vous invite à passer à l'action, parce que réagir, dire voilà, on a fait un bon commentaire, on a apprécié cette direction, on pense qu'effectivement il est temps de mettre en place une alternative crédible et qui dépasse les impasses et les blocages actuels et les défaites les unes derrière les autres. Eh bien, si vous voulez participer à cette aventure, je dirais, je peux m'exprimer ainsi, eh bien, je vous invite à venir en parler avec nous le lundi soir, tous les lundis soirs, 21 h, en visioconférence. Alors, autre type de commentaire qu'on va retrouver sur le site, c'est de dire « Ah, encore une division de plus. Hein » Et on va diviser, on va avec cette initiative 4e voie, AP6R, etc. Ça crée une division de plus chez les résistants. Vraiment, non, pas du tout. Le but de AP6R, c'est pas de créer un parti, c'est pas de créer quelque chose comme ça. Le but, c'est vraiment d'aller vers un mouvement populaire pour une alliance. Justement, une alliance qui dépasse les blocages politiciens. Donc, quelle que soit la méthode, nous, on n'est pas là pour se présenter aux élections. Même. Moi, je m'étais présenté aux élections, je dirais, à l'élection présidentielle, enfin, tentative, mais l'idée, c'était de faire l'union, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis désisté à un moment où on avait fait un tronc commun. Le but est de déplacer les blocages politiciens, de faire cette alliance, justement, dont j'ai parlé dans
lors de cet entretien. Donc l'alliance, mais ça peut être l'alliance de partis, ça peut être, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais, on peut essayer en tout cas, hein, même si la probabilité est extrêmement faible, mais sait-on jamais, s'il y a une poussée dans cette direction, eh bien vous pouvez forcer l'alliance, hein, c'est aussi ça hein, quand même la politique parfois. Hein. On l'a un peu oublié, mais si ça peut être ça, hein, si ça pousse, bah, les partis sont obligés de suivre. Hein. Mais ça peut être l'idée qu'on pose de façon récurrente de référendum citoyen, avec différentes propositions, justement. Voilà, ou ça peut être sur d'autres sujets, ça peut être sur plein de choses. Voilà, référendum citoyen, c'est-à-dire référendum que nous poussons à organiser et que nous organisons par nos propres moyens, bah, par la Constitution. La Constitution, ce sont les règles du jeu. C'est pas la politique en tant que telle, le jeu politique. C'est vraiment ce qui dépasse, ce qui nous rassemble en tant que nation. Bien, la Constitution. Et puis, donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de nous retrouver, de nous allier. Hein. Et donc là, il n'est pas question de faire un parti pour se présenter aux élections avec ça. Hein. Alors, sauf si on avait... Justement, la condition pour qu'on c'est que l'alliance se fasse. Vous voyez, c'est dans l'autre sens, je dirais. Donc c'est pas du tout une division supplémentaire. Et je dirais d'une manière plus générale, c'est cette notion de nouvelle lumière, c'est-à-dire qu'il faut réenclencher un mouvement intellectuel, un mouvement d'idées, réhabiliter l'idéologie, je dirais, pour dire, bah, on réfléchit maintenant, on arrête d'être dans l'invective, dans les étiquettes qu'on colle, extrême droite, bidule, machin, complotiste ou je ne sais quoi d'autre, gauchiste ou droitard, enfin, tout ce qu'on voudra bien. Et pour essayer de réfléchir, d'avancer ensemble pour sortir de cette situation de décadence et d'élitement complet, voire de guerre qui est déjà là, hein, de toute façon. Hein, demander en Ukraine aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent, ou au Moyen-Orient, pour savoir que la guerre, elle est déjà là, en définitive. Mais, ce qui est la barbarie extrême. Donc échapper à cela, bah, travailler intellectuellement à l'émergence, justement, bah, et à la solidification et à l'élaboration de cette quatrième. Ouais. Donc on est vraiment très très loin d'une division, si vous voulez. Hein. C'est pas un nouveau parti. Hein. Le but, c'est pas de faire un parti. Hein. Alors, d'autres commentaires et remarques qui étaient intéressants, c'était sur les objets inutiles. J'ai parlé à un moment donné des objets inutiles qui nous conduisent à un avilissement, puisqu'on se sert de choses qui ne nous sont pas utiles, en définitive, en tant qu'être humain. Et donc, c'est fatalement un avilissement. Donc, par exemple, les jouets qui permettent de décalculer. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais attention, les jouets, c'est aussi un moyen de déculpabiliser les parents. C'est-à-dire, on achète plein de jouets pour, en fait, on a démissionné en tant que parent, et bah, on achète des jouets pour dire, bah, non, mais je le gâte quand même parce qu'il a Julien FDG. Alors, je dirais, d'une part, ça n'a rien à voir avec le capitalisme en tant que tel, je dirais. Hein. C'est en tout cas ce que certains pourraient dire. Mais c'est cette question des jouets. Mais pas du tout. Ça a tout à voir, justement, avec le capitalisme. Le matérialisme, déjà. Donc on croit que par des objets, avec une profusion d'objets, et les jouets en sont l'archétype, je dirais, on va compenser de l'humanité, de l'humain, du sentiment, de l'affection, ou au contraire, de la répression, parce que les enfants, ça s'éduque aussi, et dans l'éducation, il y a aussi une part de répression, de limites qui sont posées. Donc c'est tout ça, cette éducation. Et c'est ce hyper-matérialisme où tout est matérialisé et matériel, rien d'autre n'existe que le matérialisme et la marchandise, pour vendre, justement. Évidemment que ça a tout à voir avec ça. Le travail des femmes, le fait que auparavant les femmes étaient au foyer majoritairement et s'occupaient des enfants, fatalement, effectivement. Et ça, c'est aussi parce que le capitalisme avait besoin de main-d'œuvre, et de main-d'œuvre moins payée que les hommes, que bah, c'est le même phénomène que pour l'immigration. Hein. On embarque les femmes dans le travail sur des travaux
moins qualifiés pour faire baisser les salaires. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et donc, voilà, c'est aussi un effet du capitalisme. Hein. Les enfants se retrouvent maintenant gardés à droit, voire on ne fait plus d'enfants, et ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est en ligne directe avec les besoins du capitalisme. La fin du religieux, hein, le religieux a été attaqué, alors, je pense que on parle de spiritualité par ailleurs, hein, donc voilà, mais ça c'est un fait, je dirais, hein, la fin du religieux, la laïcité notamment, bah, c'est une façon d'évacuer le religieux. Les guerres qui se passent au Moyen-Orient sont aussi en lien avec ça, hein, bien évidemment. Même si ça n'explique pas tout, hein, mais c'est un des éléments. Donc la fin du religieux est également important, et on ne peut pas dire que le capitalisme soit neutre dans cette tendance. L'intensification du travail aussi. C'est-à-dire qu'avant, le travail, enfin moi je vais prendre un exemple qui n'est pas dans l'industrie, mais dans la paysannerie. Les gens avant, à la campagne, s'ils s'arrêtaient 1 heure ou 2 pour discuter avec leurs voisins, ça leur posait aucun problème. Bon, voilà, après ils iraient travailler, mais ils pouvaient discuter 1 heure ou 2 avec leurs voisins de je sais pas quoi. Hein. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que les gens, ils sont à bourg en permanence pour finir leurs champs, leurs trucs, parce qu'ils ont tellement de terre, des grosses machines, etc. Il faut aller faire fonctionner les machines. Et ça, cette intensification du travail, on l'a, là je donne à la campagne, mais dans les usines, partout, c'est comme ça. Voire même la réduction du temps de travail tend à l'intensification du travail également. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus stressant. C'est une des origines du stress, avec toutes les conséquences familiales que ça a, évidemment. Société du loisir, les transgressions. Hein, je vous renvoie à une prochaine émission du du CDRS, je ferai une présentation des transgressions. Puis il y en a eu d'autres, hein, déjà sur un P6R. Et puis l'accélération des changements qui stressent les parents et qui font que les parents, enfin les enfants, ils savent plus que les parents, donc les parents deviennent inférieurs à leurs enfants semblant plus éduqués que leurs parents. Et on a une inversion des valeurs traditionnelles, habituelles au moins, qui fait que par cette accélération des changements, que je décris d'ailleurs dans mon livre, hein, comme une des nouvelles contradictions, cette accélération rend également, et qui est donc complètement liée au capitalisme de nouveau, est tout à fait un problème justement de relations, pose des problèmes de relations entre les parents et les enfants. Tout cela vient bel et bien du capitalisme, oui. Alors, il y a un autre commentaire qui m'a beaucoup plu, c'est de monsieur Kernevel, qui dit « Quand j'ai vu que mon fils s'amusait beaucoup avec un coussin, une petite cuillère ou une bouteille d'eau en plastique à remplir et à vider dans le bain, je n'ai plus acheté de jouets. Seuls les Lego avaient encore une valeur. Vu le prix, je limitais les achats au mieux. » Ben voilà, effectivement. Bon, nous, moi je me rappelle, on fabriquait nos jouets. Moi, j'étais à la campagne, on se fabriquait des jouets, jouets à la ferme. Et donc, on fabriquait des tracteurs, des remorques, des choses comme ça, avec des roues en bois et tout. C'est très alors, le Lego, c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Hein. Ça permet de fabriquer des choses et tout ça, même s'ils sont un peu trop sophistiqués, je trouve, maintenant, les Lego. Bon, voilà. Et puis, vous avez vu, un 24 pouces en l'air pour ce commentaire de ce monsieur. Alors, une autre famille de commentaires, moins agréable, je dirais, c'est un certain nombre d'accusations qui ont été proférées à mon endroit. Et, bon, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ben, il y en a qui m'ont accusé de fascisme, donc de fascisme égale extrême droite. Ah oui, non, c'est pas ça, excusez-moi. Non, c'est pas... là, ici, c'est pas ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est de dire que le fascisme égale extrême droite. Hein, on me prête ce propos. J'ai pas dit ça. J'ai vraiment dit très exactement. En plus, j'ai fait une citation qui montre bien que c'est vraiment pas ce que je dis, quoi. Le fascisme, ce qui le caractérise, justement, c'est d'une part
la volonté de réduire drastiquement les libertés, un, et deuxièmement, le recours usuel à l'action violente, deux. C'est vraiment ça. Donc, comme je dis, le fascisme, pour moi, même si historiquement, effectivement, il vient de l'extrême droite, mais je dis très exactement le contraire. Il peut venir de n'importe quel bord politique. Mais certes, historiquement, c'est ainsi. Hein. Il était à l'extrême droite, même si Hitler, comme Mussolini d'ailleurs, venait initialement du socialisme. Hein. Mais le socialisme, comme je l'ai un petit peu évoqué dans cette émission, c'est la roue de secours ordinaire du capitalisme. Quand le capitalisme n'arrive plus à imposer sa voix par ses propres représentants, Giscard à un moment donné, ou Chirac à un autre, eh bien il est remplacé par, ou Sarkozy, il est remplacé par le PS, par le Parti Socialiste, Mitterrand, Jospin, plus récemment Hollande. Voilà, c'est la roue de secours ordinaire du capitalisme, c'est le PS, hein, le socialisme au sens social-démocrate, Parti socialiste français, hein, typiquement. C'est roue de secours ordinaire. Puis la roue de secours, je dirais, extraordinaire, c'est le fascisme, justement. Les fascismes, en fonction des circonstances. À l'époque, il y a un siècle, c'était plutôt le fascisme d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est plutôt le fascisme d'extrême centre et d'extrême gauche qui est la roue de secours extraordinaire du capitalisme. Nous voyons bien aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que Hitler et Mussolini, à l'époque, n'avaient pas dérivé à droite. Enfin, c'est quand même une évidence. Attention, toutefois, hein, voilà. Attention, la catégorie gauche et droite sont vraiment à questionner. Sont-elles vraiment encore pertinentes? Moi, honnêtement, j'y vois de moins en moins de pertinence. Ce qui est pertinent, ce sont les classes sociales sous-jacentes. Mais ces expressions, gauche et droite, vraiment, ce sont des catégories vraiment que je invite vraiment à questionner et à remettre en cause. Parce que ce consensus de classe, hein, c'est toute cette question de troisième voie, dont se réclame également Macron, hein. C'est lui, je dirais, la troisième voie ordinaire. Hein. Ce consensus de classe avec un rôle premier de l'État, c'est effectivement ce que préconisaient Mussolini et Hitler, et ce qu'ils ont mis à la fois en théorie, surtout pour Mussolini en forme, mais dans les faits également, avec une prééminence de l'État, et de l'État en plus phagocyté, je dirais, par leur parti politique. Donc ça, déjà sur cette première chose, hein, voilà. Alors, après, un certain nombre d'incompréhensions que j'ai relevées, et donc, voilà, j'y viens au propos que je disais tout à l'heure, parce que dans les commentaires, on m'a traité il y en a qui m'ont traité de bolchevique, et d'autres qui m'ont traité d'extrême droite. Là, c'est quand même... on est dans la confusion, et c'est comme je disais, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais il y a vraiment une incompréhension complète. Des blocages, on parlait des blocages psychologiques, vraiment, là on les voit là, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout écouté. Précédemment c'était la même chose, hein, on n'a pas écouté ce que j'ai dit, ce que j'explique, justement ce que je viendrai expliquer sur ce que c'est, à mon sens, que le fascisme, la définition que j'en donne. Mais ils n'ont pas compris le discours, est-ce que ça voulait dire que la quatrième voie, si on était tant de bolcheviques ou d'extrême droite, franchement ça n'a aucun sens. Hein, ça n'a aucun sens. Donc, ça, voilà, ça montre qu'il y a quand même un spectre très large, effectivement, de divergence. Mais en fait, est-ce que c'est troublant? Oui et non. Parce que dans une certaine mesure, c'est une vraie rupture. Cette quatrième voie, c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on connaît jusqu'ici, notamment ce questionnement de la pertinence des catégories, droite, gauche, etc. Il y a une rupture par rapport au pavlovisme. Hein. Vous savez, les chiens de Pavlov qui ont été dressés à avoir des réflexes conditionnés en fonction de certains stimuli. Il y a du pavlovisme idéologique. Donc, on voit ça, on ne connaît pas. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu j'annonçais cette émission. Donc, émission avec, suite à une interview à TVL. Ah, TVL, c'est l'extrême droite, on les connaît. Ah, il faut interdire cette publication sur Facebook, etc.
le mec, il n'avait même pas regardé de quoi il s'agissait. C'est vraiment du pavlovisme idéologique, des blocages dans la tête. Donc, c'est ainsi. Il faut essayer de le dépasser, je vous invite à le dépasser, mais c'est également, ça entre dans le processus. Alors, vous irez voir les émissions du Cercle du Renouvellement Spirituel si vous souhaitez, par rapport aux théories de René Girard, donc à sa notion de bouc émissaire. Donc du bouc émissaire girardien, hein. Le bouc émissaire girardien, jusqu'à temps, en définitive, que la catastrophe se produise, lui, il va alerter, il va dire attention, il faut faire ça, jusqu'à ce qu'on le trucide. Hein, puisque, mais il annonce les mauvaises nouvelles, et après, parce qu'on va adopter finalement les conseils et les orientations que préconisait ce groupe ou cette personne, eh bien finalement, ces boucs émissaires, ils sont trucidés, certes, donc ils deviennent les boucs émissaires, mais après on adopte ce qu'ils disaient, et ils sont glorifiés. Typiquement, si on prend l'exemple des chrétiens, les premiers chrétiens, ils ont été massacrés par Rome, donnés à manger aux lions dans les arènes, etc. Donc c'était les boucs émissaires, jusqu'à après, la religion chrétienne s'est imposée et est devenue une voie pour un rebond civilisationnel qui est intervenu au fil des siècles par la suite. Donc, on est dans ce genre de processus, si vous voulez. Hein. Donc, c'est à la fois troublant, mais au fond, c'est assez logique. Autre incompréhension, là, très différente de ce que je viens d'énoncer là. Des commentaires du style « Mais la France n'est pas capitaliste, mais elle est socialiste. » Aujourd'hui, on serait dans un régime socialiste. Et où, actuellement, c'est pas du capitalisme. Là, je crois qu'il y a vraiment une confusion entre le capitalisme et le libéralisme. Alors, j'ai mis des définitions dans mon livre, justement, sur ce que c'est que le capitalisme et ce que c'est que le libéralisme. Ce sont deux choses bien distinctes. Et donc, le capitalisme, c'est un régime politique dans lequel la classe dominante est la bourgeoisie, et en particulier la haute bourgeoisie. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas la haute bourgeoisie, les Bernard Arnault, les multinationales qui gouvernent le monde? Non. On est toujours dans ce système-là. Donc on est bien dans un système capitaliste. Alors après, effectivement, j'entends ce qu'ils disent, mais non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas de libéralisme, etc., pas assez de libéralisme, etc. J'y reviendrai. Alors, le libéralisme, c'est effectivement autre chose. Libéralisme. Idéologie. Donc on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est un régime politique, l'autre c'est une idéologie. Idéologie. Affirmant que la liberté d'initiative économique des individus et des entreprises permet d'atteindre un optimum et formant une partie de la justification théorique du système capitaliste. Donc, ça sert de base idéologique au capitalisme, mais ce sont deux choses vraiment très différentes, hein, le capitalisme et le libéralisme. D'ailleurs, dans la quatrième voie, il y a plus de capitalisme, mais il y a toujours du libéralisme. On voit bien que c'est vraiment deux choses tout à fait différentes. Donc faites attention dans l'emploi des mots. Et, dernière chose très importante, c'est que dans ce livre, justement, je montre qu'il y a une tendance à long terme à ce que j'appelle la socialisation en rampante, qu'il faudrait quand même prendre en compte et accepter, parce que c'est une tendance forte, inéluctable, qui est liée à la taille, en définitive, des entités qui sont mises en jeu par la diminution la taille des entreprises, les moyens de communication, leur impact global, etc. Donc il y a de facto une socialisation rampante qui se met en place, que ça vous plaise ou pas, je dirais, c'est ainsi. Donc voilà, donc je reviendrai peut-être là-dessus, mais... Donc ce que je vous appelle, voilà, c'est
à enlever vos lunettes filtrantes de la réalité, hein, pour ceux qui en ont. Et puis l'antidote, justement, c'est qui permet de comprendre dans quoi nous sommes, c'est ce livre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent de comprendre en profondeur pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui. On remet les choses un petit peu à l'endroit, je dirais. Alors, on remet les choses à l'endroit. Mais il y a une autre critique qui s'est fait jour également dans les commentaires, c'est la banalité des propos. Ce que je dis en fait est tout à fait banal et tout à fait ordinaire et n'a rien d'extraordinaire. Mais on croit que c'est une... Mais vraiment, pour moi, c'est presque un compliment. Je veux dire. Le but n'est pas d'être original, hein, ni de tout réinventer. Au contraire, je crois justement, ce que disaient je crois que c'est Deleuze ou Derrida, c'est la philosophie, c'est d'inventer des concepts, etc. Moi, j'espère ne pas en inventer. Je pense qu'on n'en a inventé aucun. On n'a fait que faire de l'assemblage de choses, d'éléments qui ont été apportés par d'autres ou de leçons qui ont été apportées par l'expérience de la vie politique et de la vie sociale qui nous entoure. Ce n'est quasiment que ça. Je crois que dans tout ce qu'on propose, il n'y a aucun concept nouveau. Aucun. Et c'est un gage de solidité, justement. Hein. On s'appuie sur des experts de différents champs, de différents domaines, et on fait un assemblage original pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'on essaye de s'appuyer sur des choses qui sont éprouvées, sur des choses qui sont solides et qui ne viennent pas de nous. Donc on architecture en définitive des pensées qui sont convergentes, à notre sens, on a trouvé une convergence, mais qui s'ignorent. Hein. La pensée de Michel Clouscar et celle de Simone Veil, par exemple. Michel Clouscar ne parle jamais de Simone Veil. Hein. Or, nous on les a mariés, en quelque sorte, je dirais, y compris dans le champ politique et philosophique et idéologique, mais également dans le champ spirituel, dans le Tao spirituel, hein, dans ce ouvrage qui propose une refondation, un renouveau spirituel. Il y a un dialogue, justement, à un moment donné, entre Michel Clouscar et Simone Veil. Hein. Donc vraiment, pas le but est d'être original, ni de tout réinventer. Le tout, c'est une architecture qui est mue par cette notion de négantropie, qui est l'ouvrage en cours. Il y a plein de vidéos sur ce sujet. Hein. Autre critique, nous sommes des animaux sociaux. Et puis sur la spiritualité également. Alors, sur la religion, j'aurais attaqué la religion, etc. Nous sommes des animaux sociaux, ça c'est malheureusement Enfin, c'est malheureusement, je sais pas, c'est pas malheureusement, c'est comme ça, c'est un fait, c'est une réalité. Nous sommes des animaux. Enfin, dire le contraire, je comprends même pas qu'on puisse dire le... Enfin, je vois même pas, de tout temps, je dirais que nous sommes exactement pareil que une foule d'animaux. Des yeux, il y a plein d'organes qui sont complètement similaires à ceux des animaux. La façon dont on enfante, la sexualité, enfin... Plein de choses qui font. Et nous sommes sociaux, évidemment. Donc, je ne vois pas comment on peut... Là, on est vraiment dans le déni de réalité, je dirais. Donc ça, c'est... Je suis désolé, hein, mais si ça, c'est un blocage, là, franchement, j'y peux rien que de vous dire, mais regardez la réalité, tout simplement. Et puis sur la spiritualité, je rejette la spiritualité. Non, au contraire, hein, voilà. Et ça, c'est une question de Tao spirituel, mais également, parce que ça ne s'arrête pas là, ça c'est une proposition, je dirais, mais le renouveau spirituel qui est nécessaire à tout rebond civilisationnel, eh bien nous y travaillons au cercle du renouvellement spirituel. Toutes les semaines, on y travaille, notamment on travaille sur cette question du propre de l'homme, justement. Hein, c'est les émissions récentes, là on a fait 5 émissions sur ce sujet du propre de l'homme. Hein, on a chacun donné notre vision, et puis vous ferez votre opinion vous-même en les regardant. La dernière émission de synthèse a été mise en ligne cette semaine. Voilà. Je dirais, c'est des questions qui sont, voilà, quand j'appelle à des nouvelles lumières, à une nouvelle réflexion intellectuelle, voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est travailler à ce renouveau, à ce renouvellement. Il n'y aura pas de rebond civilisationnel
à un coût inférieur à ça. Hein. Vous n'allez pas rester dans votre canapé, dans votre confort intellectuel, et que ça va changer. Non, ça ne changera pas. Si vous faites comme ça, eh bien c'est sûr, c'est perdu d'avance. Hein. Celui qui lutte peut gagner, celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Hein. Et la lutte, elle est surtout intellectuelle, malheureusement, non, c'est pas forcément, c'est comme ça, elle est surtout idéologique, elle est de bâtir une alternative. C'est ce qui permet justement, comme je disais tout à l'heure, à des Macron, à des Jalousny, à des Netanyahou, d'être aussi arrogants et de commettre des horreurs, mais qu'on n'a jamais vues depuis des décennies, en toute impunité. Alors, autre remarque qui a été évoquée par certaines personnes, quid des forces obscures? Il y a des forces obscures qui sont à l'œuvre et je n'en parle pas. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, déjà parce que je ne suis pas un spécialiste de ces domaines, mais oui, il y a des réseaux. Il y en a des forces obscures, il y a plein de réseaux, et il y en a des... Alors, je ne sais pas s'il y en a des centaines, il ne faut pas exagérer quand même, mais des dizaines, oui. Il y a des dizaines de réseaux de toutes sortes, de toute nature, hein, qui œuvrent, ce qu'on appelle souvent des lobbies. Hein. Bon, après, il y a les lobbies, après, c'est des trucs d'entreprise, c'est encore autre chose. Mais voilà, des réseaux, en définitive, il y en a, oui, peut-être des centaines, voire des milliers, en réalité. Hein. Donc, c'est des réseaux d'influence. Et donc, le problème, pourquoi est-ce que je ne m'appuie pas trop là-dessus, d'une manière générale, c'est que je souhaite que ce que j'affirme soit je s'ancre dans le réel, mais dans un réel qui soit dans la réalité, qui soit incontestable. C'est-à-dire des réalités qu'on ne puisse pas dire « oh oui, mais ça c'est parce que vous croyez qu'il y a tel truc qui existe, qu'on ne connaît pas, qui est obscur, etc. » J'essaye de ne pas m'appuyer là-dessus. Le moins possible. Enfin, même quasiment jamais, parce que je pense que pour démontrer que nous sommes dans une situation de barbarie et que nous y enfonçons toujours plus, j'ai pas besoin d'avoir recours à ces forces obscures. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles existent, il n'y a aucun doute, mais pour que la démonstration soit incontestable, je ne base pas mes démonstrations là-dessus. Que sur des faits avérés, incontestables, par qui que ce soit. C'est vraiment ça le truc. Autre critique qui a été formulée, et à propos de la création de richesses. Alors c'est Joe Turcotte qui dit « Très intéressant. Cependant, le capitalisme crée de la richesse. » C'est vrai, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu de la richesse qui a été créée. Hein. Avec cette richesse, on peut financer des grands projets, comme aller sur la Lune ou développer la fusion nucléaire. Sans le capitalisme, pas d'argent et pas de projet d'amélioration pour l'humanité. Alors ça, c'est une critique qu'on entend souvent, mais là, de nouveau, on oublie la réalité. La réalité, c'est que le premier agent qui a été envoyé dans l'espace, ça a été par l'Union soviétique. Le premier homme qui a été envoyé dans l'espace, c'est par l'Union soviétique, c'est Yuri Gagarin. Et l'Union soviétique a également été sur la Lune avec les lunacodes. Donc on va y compris sur la Lune dans un système qui n'est pas capitaliste. Ça, c'est la réalité. Donc, dire ce que dire cette personne qui est sans doute persuadée de ce qu'elle dit, hein, mais sauf que c'est pas la réalité. La réalité n'est pas celle-là. Et puis aujourd'hui, sur la fusion nucléaire, c'est un régime communiste qui travaille beaucoup dessus également, et sur le thorium, etc. C'est la Chine communiste aujourd'hui. Donc, certes, le capitalisme permet un grand développement, mais c'est pas le seul moyen, c'est juste les faits. Donc, ça, c'est... Et puis, je dirais même avant le capitalisme. Prenons le canal du Midi, par exemple. De mémoire, je crois que ça a été sous Louis XIV qu'il a été construit, notamment. Bah, le capitalisme n'était pas encore là. Et on a quand même fabriqué le canal du Midi, ce qui est quand même
pas rien quand même de relier l'Atlantique à la Méditerranée. Quand même, c'est pas un petit truc, quoi. Hein. Donc, voilà des choses qui ont été faites en dehors, avant le capitalisme. Et même encore avant, on peut, si on remonte aux Romains, bah, le pont du Gard, c'est quand même un chef-d'œuvre d'architecture, et qui est toujours là, près de 2000 ans plus tard, et qui est toujours debout. Ouais, c'est quand même pas... c'était pas le capitalisme non plus à l'époque. Vous voyez? Enfin, distorsion du réel, ouais, c'est un côté amusant. Non, c'est pas amusant, parce que c'est embêtant, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la réalité. On se raconte des histoires, on se raconte des illusions, on vit dans les illusions. Le libéralisme, comme j'ai déjà dit, c'est différent du capitalisme. Le problème, c'est que la dose fait le poison. Et l'ultralibéralisme, comme l'appelle Philippe Murer, moi je me reste au terme néolibéralisme, mais la dose fait le poison. Quand il y a trop de libéralisme, il n'y a plus de limite, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On dépasse toutes les limites. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place justement un système qui soit autorégulateur, et non pas régulateur par une autorité supérieure, c'est-à-dire, bah c'est ça la quatrième voie, c'est la base de la quatrième voie, c'est ça, c'est de mettre en place ce genre de système autorégulateur. Et pas de réguler par la catastrophe, comme je l'ai évoqué lors de l'interview. Alors, autre critique, de Rumba en bois, sa quatrième voie, c'est ce marxisme qui a échoué partout, parce que ce n'était pas du vrai marxiste, où il n'y en a pas eu assez. On connaît la chanson. Là, de nouveau, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais pas du tout. La personne n'a pas du tout écouté ce que je dis, hein, vraiment. Et il n'y a pas d'idéologie, justement, il n'y a que la réalité qui m'intéresse. Donc, ça ne peut pas être ça, quoi. C'est différent des idéologues. Effectivement, les communistes disent ça. C'était pas le vrai communisme, les trotskistes, où il n'y en avait pas assez, effectivement. Mais les libéraux disent exactement la même chose. La critique précédente, c'était un peu ça. C'est-à-dire, mais le libéralisme, il n'y en a pas assez. On est dans un système qui n'est pas un vrai système capitaliste, pas un vrai système libéral. Il faut augmenter la dose. Augmentons encore la dose de libéralisme. Augmentons encore la dose de communisme. Ça, c'est des idéologues qui disent ça. Effectivement, je suis complètement d'accord. Sauf que c'est pas ça la quatrième voie. C'est pas du tout ça, justement. Rien à voir. Mais vraiment rien, quoi. Alors, l'élaboration de la quatrième voie, c'est en premier, comme j'ai dit, le retour d'expérience, plus des prémices dans la réalité, ce qui est quand même pas rien, mais de différentes natures. De Gaulle, c'était un prémisse. Toutes ces troisième voies plus dont je parle, j'ai mis 3 exemples. De Gaulle, Poutine ou Deng Xiaoping. 3 exemples volontairement très différents, mais qui sont dans cette même... qui vont dans cette même direction. Je pourrais en citer d'autres. Il y a le Kadhafi également, qui en parle de la troisième voie. Hein. Voilà. Il n'y a qu'une seule voie pour résoudre ce problème embrouillé de la démocratie, c'est la voie de la troisième théorie universelle. Bon, voilà. Voilà, donc ce qu'il dit, puis il dit juste derrière qu'il ne peut pas la mettre en œuvre. Bon, parce que là, c'est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire qu'il parle de la démocratie directe, et puis juste derrière, il dit, oh, bah non, on ne peut pas le faire, parce que c'est les forces s'imposent de toute façon. Bon, voilà, c'est pas très... un petit peu dommage. Mais... Donc l'idée, c'est de mettre en place un modèle cohérent, à partir de ces 3 éléments-là, de ces 3 briques-là, à partir notamment de Simone Weil, la philosophe, 1909-1943, et Michel Kluskar, notamment, hein, d'avoir un modèle cohérent qui constitue une alternative. Parce que tant qu'on n'aura pas d'alternative face à ce lascar, eh bien, il pourra rigoler. Il pourra dire, de toute façon, on s'en fout, comme ils n'ont pas d'alternative, même si on est décadent, le temps finira par travailler pour nous, parce qu'il n'y a pas d'autres options. Hein. C'est une autre, alors même si elle ne l'employait pas dans ce sens-là, mais there is no alternative de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Elle, c'était pour mettre en place le néolibéralisme. Moi, j'ai envie de reprendre ces paroles. Sauf qu'il n'y a pas d'autre alternative que la quatrième voie. Il n'y en a pas d'autre. Franchement, j'en vois pas d'autre. Essayez d'en trouver une autre. Hein. Mais je vous dis franchement, avec la cohérence qu'on a, le modèle où on est arrivé, il n'y en a pas d'autre.
le socialisme, tout ça, c'est les troisième voies plus, et se font, comme j'ai employé cette expression, ils se font dégommer systématiquement, parce que le capitalisme finit toujours par s'imposer, parce qu'ils n'ont pas un modèle cohérent, justement. Ils vont dans la direction, mais ils n'en ont pas fait un modèle complet, cohérent, et qui permet justement de sortir des blocages. Qui prend en compte également, hein, donc des retours d'expérience, c'est que la lutte de classe est irréductible, ce qui n'est pas du tout ce que disent les communistes, hein, pas du tout ça. Ils disent au contraire, on va aller vers la société sans classe, le socialisme, etc. Donc, avec deux classes de force moyenne qui sont en coopération, opposition permanente. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir ni avec le communisme, ni avec les libéraux. Hein. Alors, il y a un petit peu de libéralisme. Deux forces de force moyenne en coopération. Voilà, c'est le symbole du yin et du yang que vous voyez. En gros, pour cette question du marxisme, les gens qui m'ont accusé de bolchevisme, etc., moi, dans le marxisme, ce que je retiens, c'est l'analyse du capitalisme. L'analyse du capitalisme, elle est excellente. De Marx, pour moi, il n'y a pas eu de... On n'a pas dépassé cela. Bon, même si dans mon livre, il y a des éléments supplémentaires sur les contradictions, je dirais, plus contemporaines, plus récentes du capitalisme, notamment introduites par Kluskar, et puis quelques autres que je dirais que j'ai un petit peu ajouté également. Voilà. Mais sinon, globalement, l'analyse du capitalisme que fait Marx, pour moi, j'ai rien à en dire. Le problème, c'est que ses prévisions et ses solutions, elles se sont avérées fausses. Les prévisions étaient fausses. Il a dit, l'endroit où va y avoir le socialisme, le communisme, c'est les endroits où le capitalisme est le plus développé. Ce qui était logique dans sa théorie. C'est-à-dire en France, en Allemagne, en Angleterre, en Allemagne. Oui, en Allemagne. Enfin, en Allemagne, c'est... En Angleterre, en France. Ah ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est au contraire dans un pays les plus arriérés où il y a eu la première révolution, en Russie. Donc ces prévisions étaient fausses. Déjà, ça alerte, c'est-à-dire c'est quand même énorme, si vous voulez. Hein. C'est complètement trompé là-dessus. Puis les solutions, elles ne fonctionnent pas. Donc, vraiment, sur le marxisme, moi, je suis très à l'aise là-dessus, quoi. Enfin, moi qui ai été marxiste, justement, intégral, voilà, j'ai pris du recul par rapport à cette croyance, justement. Voilà, il y a des morceaux dedans qui sont intéressants que je récupère parce que c'est intéressant, c'est valable, mais il y en a d'autres, ça marche pas, c'est juste les faits qui sont comme ça, la réalité. Voilà. C'est ce que je vous invite, en fait, à suivre cette démarche, ce qui amène justement vers la troisième, ça a amené plein de gens vers la troisième voie. Pourquoi il y a des gens qui recherchent une troisième voie? C'est pas pour rien, justement. Et puis la quatrième voie, aujourd'hui. Alors c'est un peu long, mais bon, c'est pas très très grave. Morale et éthique. Alors, on parle de morale. Moi, je dirais, il faudrait passer justement d'une morale plutôt à une éthique. Une éthique, c'est justement ce qui est intemporel. Une morale, on va parler de la morale chrétienne, de la morale juive. La morale est souvent liée à un contexte historique, si vous voulez. L'éthique se veut, au contraire, là on retrouve les définitions d'ailleurs de Simone Weil et de Michel Kluskar qui se rejoignent, est intemporel, est éternel. C'est-à-dire c'est vraiment ce qui est le propre de l'homme. Donc l'enracinement de Simone Weil, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, donc justement qui respecte l'être humain tel qu'il est, c'est-à-dire son droit naturel, exprimé justement au travers de son droit naturel. Le droit naturel, en définitive, nous on l'a exprimé de cette façon-là, en s'appuyant sur l'enracinement, sur ces choses qui sont intemporelles, éternelles. Et donc ça, c'est la base de la quatrième voie. Donc ça, c'est très important. On n'est plus dans une morale, mais vraiment, on vise une éthique, c'est-à-dire le vrai droit naturel, tel qu'il a été si mal exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Autre réflexion un petit peu dans la même veine, je dirais, au moins voisine, de Budema-Potin. Où mettez-vous la concupiscence de l'homme? C'est-à-dire le désir, en particulier le désir sexuel. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans la société du désir et des désirs les plus vils et les plus bas. C'est vraiment la situation actuelle et c'est ce qui nous amène à la décadence. Les désirs, ils existent. Mais il faut les remettre à leur juste place. Les désirs, ils existent, ils sont nécessaires, c'est les initiateurs, quelque part.
c'est l'alpha. Hein. On va être attiré par cette femme. Voilà. Hein, et vice-versa. Voilà. Le désir, ou par cette nourriture, ou par... Voilà. On va désirer quelque chose. Voilà, c'est un stimuli, quelque part. Ce stimuli est important, ça fait partie de notre vie. Mais c'est que l'alpha. Aujourd'hui, le problème, c'est que du désir, de la société du désir, on en fait l'alpha et l'oméga. Hein, je simplifie un peu, mais on en est quand même là-dessus. Hein, vivre que dans les stimuli, et on remet des stimuli toutes les, sans arrêt, pour vous tenir en haleine, justement. Vous êtes dans la société, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les films, c'est que ça. Il faut sans arrêt qu'il y ait des événements pour vous redonner un petit shoot hormonal là, pour que vous soyez toujours dans cette stimulation du désir. Donc, c'est pour ça que on travaille, également à Implicitaire, sur un renouvellement sentimental. La nouvelle alliance conjugale, la nouvelle alliance conjugale. Donc, émission du mercredi 25 novembre 2020, donc ça commence à remonter maintenant, ça va faire bientôt 5 ans. Je vous invite à visionner cette vidéo, il y en a eu quelques autres également sur ce sujet, mais ça c'est une des premières, mais également renouvellement spirituel, de la nécessité d'une nouvelle spiritualité, donc là du 5 août 2020. Et puis il y a eu plein d'autres émissions après qui ont suivi ça. Donc cette société du désir, comment on l'adresse? Ben voilà. Hein, on nie pas le désir, mais on n'en fait pas l'alpha et l'oméga comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, il y a une nécessité d'un renouvellement sentimental et spirituel également. Trace les pistes. Alors, autre remarque sur les attracteurs de la barbarie. Hein. On m'a demandé, donc j'ai dit, bah voilà, moi je ne suis pas devin, je ne vais pas deviner l'avenir, je sais qu'on va vers la barbarie, mais quelle forme prendra-t-elle exactement? Je ne sais pas. J'ai supposer deux attracteurs possibles, soit une régression pré-capitaliste, donc société antérieure au capitalisme, hein, tyrannique, donc gouvernée par un tyran, ou la fuite en avant, je dirais, transhumaniste. Mais sur cette question de la régression pré-capitaliste, que nous dit par exemple Amorad Abdel Moundi? Je ne comprends pas la conclusion de l'intervenant autour des deux possibilités, ou islamisme ou transhumanisme. Où voyez-vous l'islamisme dans les rues d'Europe? En dehors d'une minorité écrasée, stigmatisée et bien commode à ériger en bouc émissaire pour justifier toutes les faillites morales et ou effectives de l'Occident. Donc là, il constate bien les faillites morales et effectives de l'Occident, mais où je vois l'islamisme dans les rues de Rome, il suffit de sortir dans les rues d'une ville, moi l'islamisme je le vois partout. Il faut être aveugle pour pas le voir. Enfin, je sais pas, là où d'avoir des œillères, c'est pareil, c'est juste la réalité. Hein. L'islamisme, il est partout dans les villes de France et d'Europe. Hein. Donc je dis pas qu'il est majoritaire, mais enfin il est quand même très 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 présent. Donc où le voyez-vous en Europe? Partout. C'est simple, sortez. Et puis, pas que en Europe, au Maroc, en Afghanistan. L'Afghanistan qui a chassé les États-Unis d'Amérique de chez eux, donc avec un régime islamiste, les talibans. Au Maroc, c'est quand même toujours un roi qui est au pouvoir, hein, qu'on veut ou non. Il se proclame comme étant le gouverneur des croyants. Mais également Erdogan, membre des frères musulmans, qui se veut le nouveau calife, quelque part, hein, d'un empire ottoman qu'il essaie de réinitialiser. Al-Joulani, en Syrie, islamiste, arrivé au pouvoir, là, à la fin 2024, en Syrie. Voilà. Voilà les faits. Où je le vois? Je le vois là. Voilà. Voilà 4 faits. Et puis, tous ces gens-là sont très très différents. Hein. On voit bien que ça se développe. Hein. Al-Joulani, c'est très récent. On pourrait parler de l'Azerbaïdjan aussi, etc. Tout ça, on voit bien que c'est très différent de ce qui se passait au XXe siècle. D'Atatürk, par exemple, qui a fondé un État turc laïque dans les années 1920.
complètement à l'opposé. D'ailleurs, Erdogan détruit tout ce que Atatürk avait construit dans cette direction. On voit bien qu'on est dans une régression islamiste à l'opposé de cela. Ou le parti arabe socialiste, le parti Baas, au XXe siècle, en Syrie, en Irak, en Égypte également, qui étaient des partis laïques. Ils sont tous battus en brèche et remplacés par des tendances beaucoup plus proches des religions. Même en Algérie, d'ailleurs, on peut constater cette tendance. Et puis, l'approche de Mélenchon, très opportuniste, clientéliste avec les musulmans et avec l'islam d'une manière générale, c'est extrêmement différent de la gauche véritable. La gauche véritable, son ADN, c'est la laïcité. Voilà une progression de nouveau on est loin d'une minorité écrasée, stigmatisée, hein. Justement, c'est ce il essaye de capitaliser là-dessus, cette victimisation qui est purement théorique, en définitive. Hein, pour imposer ce qu'on connaît bien dans les religions, c'est-à-dire un monarque, un tyran, qui a besoin justement d'une justification religieuse. Si demain il y avait un monarque qui arrivait en France, qui s'adosserait à une religion, ce serait fatalement l'islam. J'invite les conservateurs, notamment monarchistes en France, à y réfléchir à deux fois avant de vouloir réinstaurer une monarchie. Une monarchie aujourd'hui en France, si elle devait s'installer, s'il y avait un tyran qui se mettait en place, ça serait fatalement adossé à l'islam, qui est la première religion de France. Ne tergiversons pas, et c'est une évidence. Sans compter que par rapport en plus de ça, il y aurait en plus un certain nombre de mafias, donc le pré-capitalisme, ça veut dire ça, c'est un certain nombre de mafias, de baronnies, on a des embryons, les quartiers où la République ne rentre plus, c'est des baronnies en définitive, hein, c'est des fiefs où le trafic et où on est dans les autres endroits. Non, c'est le droit du baron local, hein, avec ses trafics et qui a la population sous contrôle. Et en corollaire à ça, l'abrutissement des populations par les drogues, par les addictions avec les jeux et tout ce qu'on voudra bien de la société du désir, justement. Mais également, plus l'esclavage, parce que le précapitalisme, ça veut dire aussi également un retour à l'esclavage, et on le voit aujourd'hui avec un certain nombre de migrants, justement, qui sont employés, justement, en situation irrégulière, et donc qui permettent d'être employés totalement clandestinement, pas payés ou payés en nature ou je ne sais quoi. Voilà, cette société-là, elle est déjà là aujourd'hui, hein. Elle est déjà en embryon là, elle est prête. C'est un des attracteurs. Régression à cette société précapitaliste. On est là de nouveau bien loin de l'école de Jules Ferry, où on amenait les enfants à l'école, et du progressisme et du positivisme du 19e siècle. Où je le vois dans tout cela. Excusez du peu quand même, c'est quand même une liste particulièrement costaud, je dirais. Hein. Oui, effectivement, cette attracteur, cette régression précapitaliste, elle nous menace. C'est une des options possibles si le capitalisme n'arrive pas à être renversé et remplacé par la quatrième voie. Alors, Nietzsche, voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'en reste là parce que ça sera le sujet de l'émission du 13 août. Je ne pourrais pas la faire plus tôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Nietzsche est un pseudo-philosophe. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Oh, mais il n'a pas compris Nietzsche, etc. On va en parler. Réponse à vos remarques sur Nietzsche. Je vous réserve un certain nombre de choses. C'est un sujet qui n'est pas extrêmement intéressant, mais finalement, vu les réactions, je me dis, il faut le traiter. Il faut le traiter de bout en bout. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce personnage. Mais je pense qu'effectivement, c'est utile, c'est nécessaire, comme je l'ai dit, de faire descendre ce personnage de son piédestal. Donc je vais m'y employer le mercredi 13 août prochain.
La crise terminale du capitalisme, je vous invite à acheter ce livre, à vous procurer ce livre. Hein. Vous le trouvez notamment sur Amazon, ou sur... il y a plein d'autres plateformes où vous pouvez l'avoir, même en version électronique. Donc sur le site ImpCR, il y a un lien où vous trouverez ça. Et puis, voilà, nous sommes au terme de ce mercredi de l'Espérance. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et puis, n'hésitez pas, comme je dis, à venir nous saluer, discuter avec nous les lundis soirs en visioconférence. Vous serez les bienvenus. Parce qu'il est grand temps de se mettre au travail. Allez, bonne soirée, au revoir.